Chez Sonia. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des Pro 2. Vous le savez, les propos d'Emmanuel Macron hier soir devant les parlementaires, 200 députés et sénateurs de La République En Marche, du Modem et des Alliés font parler puisqu'on a le changement, on a le sentiment d'un changement de pied, peut-être du président de la République, du moins d'une évolution. Il y a discussion sur changement de pied et ça serait intéressant de savoir précisément ce qu'il a dit depuis le 2017, mais manifestement il y a une évolution sur l'immigration. Et pour en parler ce soir, Laurence Trochu est avec nous, vous êtes président de Sens Commun, vous parlerez davantage peut-être de la PMA tout à l'heure, qui s'invite dans le débat national, merci d'être avec nous. Nous sommes avec Georges Fenech, ancien magistrat, consultant également sur CNews, avec Jean Messia, membre du bureau national du Rassemblement national. Nous serons également avec Christian Spitz, qui est pédiatre, parce que nous parlerons de cette initiative tout à fait étonnante du président aux 1000 premiers jours de l'enfant. Et pourquoi ça vous fait rire? C'est décisif, les 1000 premiers jours de l'enfant. Ce qu'écrit Boris Cyrulnik, j'ai plus grand respect, je suis d'accord avec lui. Oui. De là à en faire un gadget politique. Pourquoi un gadget? Non, parce que pour moi, c'est un gadget. Je suis un peu en colère, en fait, dans la réalité, parce que... Ça, vous me sidérez, je pensais que vous accédez... Non, pas à la commission de... Si, encore une fois, on pouvait résoudre le problème des gens avec des grands spécialistes qui vont donner une recette, voilà, il faut faire comme ci, comme ci, comme ça. Non, c'est beaucoup plus complexe. Un enfant, c'est un individu, singulier, avec ses problèmes sociétaux, familiaux et tout ce que l'on veut, et que pendant ce temps-là, on a limité le nombre de médecins, il y en a de moins en moins, un généraliste fait 40 à 60 actes par jour, on lui demandait de s'occuper. Oui, mais c'est ça le problème. Pardon ? Ça n'a pas de rapport avec de s'intéresser aux 1000 premiers jours d'un enfant. Qui va gérer ça? Parce que vous croyez que les parents vont leur donner une recette, premièrement, deuxièmement, troisièmement, voilà comment il faut faire. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous savez, moi, je fais ça au quotidien. C'est beaucoup plus complexe. Le problème d'une femme, effectivement, la visite du 4e mois, qui est une visite censée repérer les difficultés, elle est faite à 25%. Vous savez pourquoi? Eh bien, parce qu'il n'y a pas assez de personnel pour le faire, pas assez de sages-femmes. Un exemple. Alors, on va faire les 1000 premiers jours, alors que ce qui existe et qui fonctionne, eh bien, on ne le met pas en place. Bon. Il faut des médecins qui aussi s'occupent des gens en difficulté. Et puis, voilà, quelles difficultés sociales, bien sûr, ça rentre en jeu, difficultés psychologiques, difficultés affectives. Et bien sûr, ça va marcher pour ceux qui sont très alertes, que je vois à mon cabinet, et qui posent 1000 questions et qui sont à la recherche de solutions. Mais pour ceux qui sont en difficulté, en grande difficulté, ils ne vont rien entendre à cela. Bon. Il faut mettre des moyens, et les moyens, c'est effectivement du personnel médical, infirmières, médecins, et qu'ils soient disponibles. En tout cas, l'objectif, c'est d'accompagner les parents et leurs bébés depuis le 4e mois de grossesse jusqu'à l'âge d'environ 2 ans et demi. Avait indiqué la semaine dernière Adrien Taquet, c'est un parcours d'accompagnement. C'est les 1000 premiers jours qui sont décisifs pour un enfant. Mais c'est pas nouveau, hein. On le sait depuis longtemps. Non, alors franchement... si, quand même, attendez... Donc, Boris Cyrulnik, il faut qu'il ramasse sa copine. Non, pas du tout. Il n'a pas encore écrit. Non, mais il a dit tout ça. Peut-être qu'il vous consulte. Que c'était pas... que c'était pas nouveau. Moi, depuis que je suis petit en médecine, j'entends dire que tout joue les 2 premières années. Oui, et c'est vrai ou pas? En grande partie, mais il faut arrêter de culpabiliser les gens. En revanche, je pense honnêtement qu'on n'en fait pas assez pour aider ceux en difficulté dans les 2 premières années. Ça, c'est vrai. Mais tout seul, les gens n'y arriveront pas. Une femme qui fume, vous allez dire, vous savez, la santé de votre enfant, elle va être abîmée parce que vous ne fumez pas. C'est pas ça qui va faire arrêter de fumer parce qu'on lui a déjà dit. Et tous ces comportements, l'absence de sommeil, les difficultés psychologiques, affectives, c'est pas avec les 1000 jours de Boris Cyrulnik rendus dans un rapport présidentiel qu'on va réussir à résoudre ça. J'ai compris. On en parlera tout à l'heure. C'est le doc, hein, Christian Spitz. Oui, mais bon... Oui, mais c'est fini, là. On va parler d'autre chose pour le moment. C'est libre antenne. Non, je dis ce que je pense avec mon cœur. Eh bien, vous avez raison. Moi, je parle d'humanité, pas d'autre chose. Emmanuel Macron, vous n'étiez pas là. Vous n'y étiez pas hier. C'était à huis clos. C'était où? C'est un huis clos qui... un huis clos sans huis clos. Voilà, c'est-à-dire que c'est un huis clos qui est largement médiatisé, puisqu'il y a des photos, il y a des... Ah oui, on va les voir. Bruno Le Maire a mis sa petite photo. Voilà. On va le voir, là, Bruno Le Maire. Donc, voilà, on va voir d'abord les ministres arrivés. C'est un huis clos, mi-clos. Ouais. Donc ça, une photo de Bruno Le Maire. Là, on est dans les jardins du ministère des Relations avec le Parlement. C'est une sorte de garden party, en quelque sorte. Donc ça s'est passé hier. Et alors, les citations sont assez fortes, évidemment, puisque on a le sentiment que... je disais ce matin que Emmanuel Macron a découvert le Pérou à Orléans. C'est-à-dire que tout ce qu'il a dit, c'est d'une très grande banalité.
pardonnez-moi de le dire comme ça, je parle sous votre contrôle, mais personne ne le disait à gauche depuis des années. Qu'a-t-il dit? En prétendant être humaniste, on est parfois trop laxiste. Ça, on entendait plutôt ça, disons, à droite. Émerge dans notre société le sujet du communautarisme. L'immigration crée des tensions, mais il faut la regarder en face. Il a dit également: notre droit d'asile est détourné de sa finalité par des réseaux, des gens qui manipulent. Les bourgeois n'ont pas de problème avec cela. Ils ne la croisent pas. Les classes populaires vivent avec ça. Bon, bah ça, j'ai envie de dire... Il y a plein de... Alors, il y a énormément de contradictions dans cette intervention du président de la République, qui n'est pas une surprise. On avait senti, vous l'avez dit en introduction de votre émission, que depuis le début du quinquennat, il y a peut-être une évolution dans le discours d'Emmanuel Macron, parce que, eh bien, là, aujourd'hui, il semble vouloir durcir un peu la position de la majorité sur ces questions de l'immigration. On parle de revoir l'aide médicale d'État, on parle peut-être de revoir le droit d'asile. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a déjà eu, il y a un an, le vote d'une loi qui est intitulée Asile et immigration. Donc on se dit, il avait la possibilité de faire plein de choses, il a une majorité absolue quasiment à l'Assemblée nationale et au Sénat, il n'y a pas de sujet là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait il y a un an? Les choses ont-elles changé du tout au tout depuis? On peut se poser la question. Et avant l'élection présidentielle, il n'avait pas non plus tout à fait le même discours sur... Ah ben ça, c'est sûr qu'il y a une sorte d'évolution. Voilà. Nous sommes d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est l'analyse qui est faite dans les médias. C'est-à-dire que j'ai lu partout Emmanuel Macron chasse sur les terres du Rassemblement national ou du Front national. Bon. C'est-à-dire que si on parle d'immigration en France, immédiatement, on est renvoyé au Rassemblement national, Georges Fenech. Alors que c'est un débat, il a également ajouté, on n'a pas voulu regarder ce problème pendant des décennies, les classes populaires ont donc migré vers l'extrême droite, on est comme les trois petits singes, on ne veut pas regarder, vous n'avez qu'un opposant sur le terrain, a-t-il dit aux députés, c'est le Front national. C'est pas parce qu'on parle d'immigration qu'on est forcément, qu'on adhère forcément à l'idéologie du Rassemblement national. Bien sûr, le Rassemblement national... qui est là et qui pourra s'exprimer d'ailleurs. Tout à l'heure, j'espère bien. On a fait l'autruche ou le déni depuis des décennies. Non, moi je me souviens, pour remonter les lois Pasqua sur l'immigration, les lois Debré, souvenez-vous, les manifestations, les lois Chevènement, les lois Sarkozy, immigration choisie, immigration subie. J'ai l'impression d'entendre toujours la même rengaine et que rien n'a changé. Les droits d'asile a été réformés à plusieurs reprises, et encore récemment, Damien l'a rappelé il y a un an. Tout à coup, on a l'impression de découvrir un problème qui est un vrai problème. Et ce n'est pas parce que ce problème est une des priorités du Rassemblement national que le reste de la classe politique ne peut pas en parler. Ça n'est pas un sujet tabou. Mais il va se prendre les pieds dans le tapis, comme Nicolas Sarkozy s'est pris les pieds dans le tapis avec son débat sur l'immigration nationale en 2009. Oui. Il est élu en 2007. Et en 2009, il décide de lancer un grand débat sur l'identité, l'immigration. Jean Messia, donc il vient sur votre terre écoutez, si Emmanuel Macron pense exactement ce qu'il dit, s'il le pense vraiment, nous ne saurions que lui conseiller de prendre une adhésion au Rassemblement national. Parce que c'est ce que nous disons depuis des années. En réalité, les Français ne se tournent pas vers l'extrême droite, ils se tournent vers ceux qui diagnostiquent la réalité telle qu'elle est, et non pas telle qu'elle est perceptible des tours où ces dirigeants se trouvent. Moi, j'ai souvenir que sur ce plateau, au moment de la crise des Gilets jaunes et au moment du grand débat, Emmanuel Macron et toute la Macronie nous expliquaient que l'immigration n'était pas un sujet fondamental pour les Français, que sur les ronds-points, on n'entendait pas parler d'immigration, et que du coup, ce qui est plutôt vrai, et que du coup, c'est pas vrai, et que du coup, c'était pas le thème central, et que du coup, dans le grand débat, finalement, l'immigration n'était pas un thème central parce que c'était pas une préoccupation des Français. C'est complètement faux. L'immigration est un problème fondamental, c'est un problème identitaire. D'abord, il y a un malaise identitaire en France. Enfin, faut vraiment être aveugle et sourd pour ne pas voir que dans des zones de plus en plus larges, il y a un vrai problème identitaire de Français qui ne se sentent plus chez eux. Parce que nous avons créé, grâce à une politique ou à cause d'une politique migratoire délirante, nous avons créé des peuples dans le peuple. Et donc il y a par large endroit en France des Français qui se sentent minoritaires chez eux, avec parfois même une assimilation qui se fait à l'envers. C'est-à-dire c'est des Français. Attention au mot qu'on emploie, parce que c'est des Français aussi qui sont... Mais justement, il y a deux... Il n'y a que des Français.
Ça Oui, concerne mais- parfois que des Français, mais qui n'ont pas la même culture. Certes, mais enfin, il y a deux types d'immigration. Parce que quand Emmanuel Macron parle de l'immigration, il y a en réalité deux immigrations. Il y a une immigration qui est assimilée, qui est française, qui entend vivre en France comme des Français. Et il y a une immigration qui ne s'assimile pas, qui se comporte en colon, en colonisateur, qui se comporte en conquérant dans certains quartiers. Et bien évidemment, il faut distinguer les deux. Alors qu'on arrête de nous bassiner avec la France terre d'accueil. La France était une terre d'accueil au moment où les immigrés qui arrivaient entendaient se fondre dans le creuset républicain et dans le creuset français. Aujourd'hui, nous avons une immigration en provenance d'Afrique et du Maghreb qui entend continuer à vivre comme là-bas. Donc Vous êtes nous pour disons, l'immigration zéro ou pas nous disons aujourd'hui la France n'a pas besoin d'immigration. Oui, ben voilà, donc c'est on ça. est pour une immigration zéro. Ça ne veut pas dire que dans la Dans la campagne, ça veut pas dire, attendez, le moratoire sur toute l'immigration. oui, pas oui, crédible. oui. Juste un petit mot, Oui, attendez, juste un instant. Évidemment, vous allez me dire c'est un fantasme, on ne pourra jamais y arriver. Enfin, écoutez, entre 400 000 C'est même pas immigrés. souhaitable. Mais bien sûr que si, c'est souhaitable. Entre non. 400 000 immigrés légaux et illégaux chaque année. Les étudiants qui viennent étrangers. Entre 400, mais ça c'est pas des immigrés c'est au pas sens. des immigrés. Non, c'est pas des immigrés, ça c'est des étudiants qui viennent visiter, qui repartent. Dans la notion d'immigration, la notion d'immigration revêt une acception définitive. Le visa art Voilà. et talent également. Dans ce cas-là, les touristes sont des immigrés pour vous. Non, faut à un moment faut arrêter. Je salue Hassan Amou, qui est responsable associatif, qui arrive de Marseille, et vous comprenez immédiatement le sens de notre discussion, puisque nous sommes sur les mots d'Emmanuel Macron. Vous arrivez de Marseille, vous connaissez bien Marseille. Lorsque, à l'instant, Jean Messia parle d'un peuple dans le peuple, est-ce que c'est une expression que vous utiliseriez? Non, moi je partage pas du tout ce commentaire ou cette analyse. Moi je crois que... Alors que les quartiers nord, parfois, sont montrés du doigt comme effectivement une terre de Français issus de l'immigration. Ouais, mais ils font partie intégrante de la ville, que ce soit pour Marseille ou ailleurs. Il faut arrêter d'essayer comme ça soit de cloisonner ou soit d'enfermer les gens en fonction de leur lieu de territoire, de leur lieu d'habitation. Il faut passer à un autre discours là. Mais ces gens-là sont français comment? C'est ça ce que je ne comprends pas. C'est quoi la France pour vous? La France, c'est un territoire ouvert dans lequel n'importe qui peut parler n'importe quelle langue, se comporter de n'importe quelle façon et être quand même français? Mais enfin, vous avez une traduction qui vous appartient. Enfin, pour moi, être français, c'est fréquenter nos écoles, fréquenter nos institutions, Vous n'êtes pas identitairement français, vous appartenez pas à une culture, à un creuset, à une histoire. On appartient à une histoire, on appartient à un pays qui a une histoire dont on fait partie aussi. Et ça, par contre, vous avez du mal à l'intégrer. Non, j'ai pas du mal à l'intégrer. C'est cette grosse difficulté, cette grosse différence qui est entre nous, parce que vous, c'est une question qui vous obsède et qui revient en permanence. Répondez précisément, pourquoi vous ne vous sentez pas en France que vous allez dans les quartiers nord de Marseille? Parce que visuellement, vous n'êtes pas en France. Les gens ne sont pas habillés comme en France. Ils ne parlent pas comme en France. Il y a tout un tas de manifestations. Oui, non, mais ça, c'est autre chose. Ouais. C'est-à-dire que concrètement... Non, mais ça, c'est très énervant comme remarque. Ça veut dire que comme je suis issu de l'immigration, je dois ouvrir les portes et me comporter comme un seul labo. Mais non, Jean Messia, oui, mais un exemple d'intégration. Ça, c'était possible quand l'immigration était homéopathique. Je crains qu'elle ne le soit plus vous avez aujourd'hui. dit un mot qui m'intéresse. Vous avez dit visuellement. Et ça s'entend ce que vous dites. Ouais. Franchement, ça s'entend. Allons au bout de la discussion. Est-ce que vous trouvez, par exemple, lorsque vous voyez des femmes voilées, puisque c'est à ça que vous faites allusion, sans doute. Des femmes voilées, des gens en camis, des voilà. Africains en Donc, boubou, c'est pas la France. Voilà. Donc vous dites, ça ne doit pas exister. Exactement. Mais c'est exactement comme si je vais dans un pays du Maghreb, au fin fond d'une casbah, et que ma femme est en mini-jupe et en débardeur. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez une police du vêtement, une police qui dirait aux gens comment est-ce qu'il faudrait qu'ils s'habillent? Je veux que l'identité française, de la même façon que lorsque on voyage à l'étranger, un Français s'adapte à la culture locale, et encore plus lorsqu'un Français demande la nationalité du pays où il immigre, un Français se comportera comme les habitants du pays où il immigre. Je crois que vous voyagez pas. Je crois que vous voyagez. Un processus Ne me d'intégration. dites pas que je ne voyage pas, je probablement Je crois que vous voyagez pas beaucoup parce que je pense que quand quand les Français vivent à l'étranger, souvent ils gardent leur manière de s'habiller, ils gardent leur manière d'être. D'ailleurs, c'est pas le sujet pour tout vous dire. Mais ce qui est intéressant, c'est pas des Français qui demandent la nationalité du pays, c'est pas pareil. ce que dit Jean Messia, est-ce que ça s'entend? Est-ce que vous l'entendez, par exemple? Est-ce que en France, les mœurs françaises, jusqu'en 1970, il n'y a pas de femmes voilées en France? D'accord. Ouais. Ni au Maghreb, Tradition d'ailleurs. française,
Alors, il n'y a pas non plus, vous avez utilisé tout à l'heure Les camis, les Bon, boubous, etc. tout ça Voilà. n'existe pas. Le Simplement, voile et les boubous, c'est quand même pas tout à fait la même c'est pas chose. exactement la Mais même non, mais chose. c'est pas la même tout chose. ça- Mais c'est la société, elle a c'est évolué. la marque d'une non-intégration, d'une non-assimilation. Est-ce que vous entendez Voilà. ça c'est ou est-ce que vous religieux. trouvez que c'est parfaitement intolérant ce que dit Jean Messia et que ça n'a pas lieu d'être et qu'au contraire, chacun s'habille comme il le veut et qu'on peut vivre ensemble de cette manière-là? On n'a plus de costume. Non, mais ça veut rien. Attendez. Non, mais on peut pas- moi, ça, on peut pas- non, mais attendez. Non, mais Vous vous rendez compte de ce que vous dites? plutôt, moi, l'idée Non, que on est chacun quand même habillé à l'européenne, ça veut dire s'habiller quelque comme il chose. l'entend, et que plus on va essayer de mettre un focus sur ces choses-là, plus certains, pas tous, parce que certains, ils ont fait des choix, vont le faire parce que justement, certains messieurs sur des plateaux télé se permettent ce genre de commentaires aussi. C'est-à-dire qu'en face, c'est la réponse du berger à la bergère. C'est-à-dire, j'ai envie de dire que moi, quand je vais dans les quartiers et qu'on discute avec un certain nombre de nos concitoyens, ils ne le perçoivent pas comme nous, on pourra en discuter sur les plateaux. Ils ne pensent pas que c'est un signe de non-intégration que de décider de mettre un boubou, par exemple. Ils pensent que c'est une de leurs libertés qu'ils exercent. Après, C'est pour ça que la laïcité Non, mais permet ça. chacun Il n'y a pas s'exprime. meilleure loi que la laïcité pour qu'on puisse vivre ensemble. Et si on décide de remettre un de ces principes qui nous permet justement de nous parler, de vivre les uns avec les autres et pas de vivre les uns à côté des autres, même si parfois certains ont tendance à vouloir que ça se passe comme ça, c'est bien parce que justement il y a des lois qui protègent ce genre de liberté et qui permettent à tout le monde d'avoir un dialogue constructif tout au long aussi des choses qui ont changé. Alors que le pays ne ressemble plus vraiment à certaines années parce que l'histoire de la France elle a évolué et que il y a un fait qui aujourd'hui est là et qui existe et avec lequel il faut qu'on évolue aussi, c'est une réalité. Voilà, la faute n'est pas simplement effectivement à ces populations, la faute c'est aussi à des élites dirigeantes du pays, dont d'ailleurs Emmanuel Macron est l'archétype, qui justement explique qu'il n'y a pas d'identité française, que la France est un bout du globe terrestre où n'importe qui peut venir, c'est une aérogare. Emmanuel Macron ne dit pas qu'il n'y a pas d'identité française parce qu'il y en a une. de culture Il française. utilise le concept Mais il y en d'art a une. Voilà, d'accord. Bon. mais c'est- L'art d'être français. Vous savez qui a inventé ça? Non, dites. Vous ne savez pas qui a inventé l'art d'être français? C'est un conseiller très proche du président de la République qui aurait soufflé. Ah oui. L'art. Non, mais c'est qui l'art a d'être soufflé dans français. ses discours. Qui lui a soufflé. Bon, petit tweet d'Alexandre Benalla aujourd'hui qui nous a amusé. Au départ, j'ai cru que c'était un faux. J'ai cru que c'était un faux compte de Twitter. On me dit que c'est un vrai compte, que ça a été vérifié. Qu'a-t-il dit? Quand tu comprends que Nicolas Sarkozy a le numéro de ton ancien patron et qu'il doit l'appeler régulièrement. Enfin, je ne sais pas si c'est Alexandre Benalla qui a... Oui, c'est lui, manifestement, qui a écrit ça, mais c'est assez étrange. Je voulais vous faire écouter 2 ou 3 interventions sur l'immigration qui ont été faites depuis 40 ans. Parce qu'effectivement, il y a un langage parfois qui a changé. Je voudrais qu'on écoute François Mitterrand. C'était lors de son premier septennat et il parle de l'identité française. Précisément, écoutez-le. Nous sommes français, nos ancêtres les Gaulois, un peu romains, un peu germains, un peu juifs, un peu italiens, un peu espagnol, de plus en plus portugais, peut-être, qui sait, polonais. Et je me demande si déjà nous ne sommes pas un peu arabes. Voilà, d'abord on est toujours fasciné par la qualité d'expression de François Mitterrand, le charisme, le charme post-mortem qui continue, je crois, dans l'esprit, on le voit avec cette intervention. Bon ben voilà, Et un la nous salle sommes. qui applaudit. Il Et la intégrait salle qui déjà applaudit. lui, il intégrait déjà lui Bien sûr, un certain nombre de réalités et il mettait en perspective l'histoire de France. C'est-à-dire qu'il se rendait bien compte que les choses elles étaient en train d'évoluer et qu'il y avait des vérités qu'on n'a pas envie de voir ou que le monsieur fait semblant de ne pas voir aussi. C'était le C'est qu'il y a Mitterrand, le eu- principal fossoyeur de la France. C'est donc, que les choses non. ont évolué et que certains refusent cette réalité. Mais la refuser, c'est voilà, pour certains, il faut nier cette réalité. Non mais moi, je attendez, suis moi contre j'ai aucun problème avec une certaine immigration. Je suis moi-même issu de l'immigration. Qu'est-ce que c'est une certaine immigration? Une immigration qui s'assimile à l'identité française, qui devient parfaitement française, qui parle français, qui se comporte, qui vit comme un Français. Si vous voulez continuer à vivre en France comme un Maghrébin ou un Africain, à parler
comme vous vivez, comme les gens vivent dans le Maghreb ou en Afrique. Mais dans ce cas-là, qu'ils restent dans le Maghreb ou en Afrique. C'est ça ce que je ne comprends pas. Quand on vient dans un pays dont on acquiert la nationalité, on essaye au minimum de s'assimiler au pays dont on réclame la nationalité ou dont on a la nationalité. Si vous voulez vivre comme là-bas, vous habiller comme là-bas, vous appeler comme là-bas, parler comme là-bas, ben restez là-bas. Voilà. C'est assez violent quand même, Jean Je suis Messia. désolé, mais moi, C'est assez violent ce que vous dites. désolé. C'est vrai. dans ce que Voilà. vous dites, Ce que vous dites est assez violent. Moi, j'ai parce pas que- envie d'aller vivre parce au que- Maghreb parce que j'ai pas Regardez, envie de demander la nationalité Hassen maghrébine. Et donc, Hassen j'ai pas Amou. envie de vivre comme un Maghrébin. Hassen Amou. Voilà. Hassen Amou qui fait un travail formidable dans les quartiers nord de Marseille. Il s'appelle Hassen, H-A-2-S-E-N. Ce que vous êtes en train de lui dire, c'est que comme il s'appelle Hassen, il ne faut pas qu'il reste en France. J'ai pas parlé de ça. Ah si, J'ai pas parlé de vous ça. lui dites, il s'appelle pas, vous avez dit, il s'appelle pas, il n'a pas le bon s'habille prénom. pas comme là-bas. Et il s'appelle pas. Non, non, j'ai pas dit ça. Ah bah, Répète, revoyez la scène. enfin, Non, il a dit qu'il ne Mais même s'appelle à la pas. limite, mais à la limite, même s'il s'appelle pas, bah bien sûr, moi je m'appelais pas Jean. Oui. J'ai fait l'effort Oui. quand je suis arrivé en France. C'est un pays dont je demande la Je suis d'accord avec vous. Non, nationalité. mais moi, Voilà. mais assumez, vous pouvez Oui, assumer. Mais la il a- nationalité, donc c'est pas Hassen comme si je Amou, vivais. Si je vivais en- Hassen par exemple, Si qui je est, vivais comme un étranger en France avec une carte de résident, à la limite, ça se comprendrait que je puisse continuer à vivre comme ma nationalité m'indique de vivre. Mais si je demande... On va établir une liste de prénoms, bon, pas bon, on va établir un code vestimentaire. Il y a des règles. Effectivement, on ne peut pas s'habiller n'importe comment, n'importe où. Non, mais il y a des en place. mœurs, là, faut Il y a des- entendre aussi. Voilà, Jean Messia, faut pas, Non, mais- faut pas qu'on se cache. Vous voyez bien les limites, vous voyez bien les limites. Oui, mais il y a attendez. des mœurs Mais bien communes sûr. qui Si- pourraient être partagées par, j'ai envie de dire, tous ceux qui partagent des valeurs communes. Et effectivement, il y en a parfois. Moi, je qui ne vous sont pas invite... partagées. Qu'on affirme un certain nombre Oui. de nos valeurs Oui. dans un certain nombre de lieux publics, dans un certain nombre de nos établissements, là où tout le monde est censé se côtoyer, etc., moi je ne suis pas contre. Mais par contre, voilà, la différence de vous, c'est que moi je suis né ici. Et que je suis aussi le fruit de cette Mais ça- histoire. ça veut rien dire, je ça. suis aussi le fruit de cette histoire de France que vous refusez de voir et que vous refusez d'entendre visiblement. Et donc, moi, je ne me sens pas être intégré. Je suis français. J'ai des origines, je suis français. Et il y en a peut-être des votre cas, et tant milliers, mieux. il y en a des milliers d'autres Mais je comme sais moi. bien. Et puis dans Mais les je sais cités, bien. vous avez des jeunes qui sont en survêt, mais Et- ils revendiquent pas plus d'autre chose que ça. Mais je sais bien, je suis ils pas ont en train une tenue- d'attendre, je suis dans pas en le train de- survêt ils ont ne des- pose ils pas ont de un problème. langage, Je ils suis ont pas un en train de langage. jeter... Hassen Amou, le survêt ne pose pas de problème. Non. Je le sais, je fais exprès de le dire. et je Ce qui précise. pose problème, ce sont effectivement les habits qui sont interprétés comme un signe religieux. Disons-le, ça pose problème à la société française et aux mœurs traditionnelles françaises. On peut l'entendre, Non, on c'est peut pas- l'entendre, c'est pas- et on C'est pense, pas la et même je chose, pense mais que c'est c'est pas la non plus- voile, attendez, mais c'est pas non plus un effectivement, signe qui est français. perçu comme ça. Voilà. Qui est perçu comme ça. Non, mais- Là où on peut se remettre en cause, quand je dis on, c'est, je dirais, toute l'histoire politique Laurence de la Trochu, France. vous êtes présidente de Sens commun, je le rappelle. C'est finalement qu'est-ce qu'on a cherché aussi à transmettre de notre culture française, de notre civilisation. Et on l'a vu dans l'élection européenne qui a été très axée d'ailleurs sur les thématiques civilisation. Et c'est vrai que les propos d'Emmanuel Macron aujourd'hui sont d'autant plus surprenants que dans ce contexte de l'élection européenne, c'est celui qui ne voulait précisément pas qu'on fasse référence aux racines judéo-chrétiennes de l'Europe, qui ne voulait pas qu'on parle de frontières et qui était finalement dans une perspective multiculturaliste et au-delà de la nation. Et donc là, on peut effectivement s'interroger sur les motifs, les raisons pour lesquelles, tout à coup, aujourd'hui, il sort du chapeau une réflexion qui forcément sera en lien avec la civilisation. Bon, on va conclure parce qu'il ne nous reste qu'un quart d'heure. Malheureusement, je voudrais parler de la PMA et c'est ça qui est terrible. Macron en parle. Si Emmanuel Macron en parle, alors que Ouais. c'est pas du tout dans son logiciel, c'est bien parce qu'il a senti que ce sujet, contrairement à ce qu'on nous a répété depuis des années, d'accord. est très très important pour les Français qui se... Ça l'était dans le quinquennat. Non, mais ça l'était pas parce que j'entendais tout à l'heure Monsieur Jean dire Messia. les lois, Il reste on un a quart traité d'heure. le RPR, on a parlé, etc. Mais n'empêche que ça n'a pas bouleversé la réalité migratoire Jean de la France. Messia. Aujourd'hui, le visage de la France a changé. Voilà. Jean, ça n'a échappé à personne. Ouais. Non, mais donc ça veut dire que la loi n'a servi à rien. La gauche n'a pas voulu regarder ce problème pendant des décennies. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron. Bah, Les lui classes non plus, populaires d'ailleurs. ont donc migré. Il a depuis 2 ans. Donc, bon. La PMA. La PMA, et car les églises vont demander à leurs fidèles de manifester dans la rue. Pour la PMA, c'est la conférence des évêques de France. À quelques jours de l'examen du texte par les députés, qui est le 24 septembre, l'épiscopat catholique tente de peser sur le projet de loi bioéthique en soulignant la gravité des enjeux et en soutenant les citoyens inquiets à venir manifester le 6 octobre. Bon, est-ce que c'est la place de l'Église
d'appeler à manifester contre la PMA. Et je vous pose la question, Laurence Trochu. C'est le rôle, je pense, de tous ceux qui sont dans la volonté d'être au service des plus faibles. Donc là, en l'occurrence, c'est l'Église catholique, mais je dirais que d'autres églises se sont aussi prononcées contre la PMA. Et moi, plus largement, ce à quoi je voudrais appeler, et ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que cette loi bioéthique, on focalise sur le sujet de la PMA, ce sont les premiers articles de la loi, mais une loi, ça se comprend dans son ensemble. Ça se comprend à travers les autres articles. Je pense par exemple les articles 14, 15 et 16 qui sont au service de la PMA et qui en fait sont en train de libéraliser la recherche scientifique sur les embryons et sur les cellules embryonnaires. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a la FIV à 3 parents, il y a les embryons transgéniques, il y a les embryons chimériques homme-animal. Et là, il y a des raisons d'être inquiet parce que finalement, qu'est-ce qu'on veut comme société pour demain ? Est-ce qu'on veut une société où tout est techniquement et scientifiquement faisable et donc le rôle du législateur, ce serait d'acter que parce que c'est techniquement réalisable, eh ben c'est bon, on y va. Ou est-ce que le rôle du politique, ce n'est pas de rappeler qu'aujourd'hui, la marchandisation du corps humain qui est en marche à travers ce projet de loi dans son ensemble doit rester un interdit pour préserver... Ce que vous dites intéressant, c'était pas tout à fait ma question, c'était la part de l'Église. Hein. Moi, la part de l'Église, je pense qu'elle est dans son rôle. Dès lors, quand Pascal, que vous touchez à ce qu'est l'essence humaine, c'est un problème de conviction et que les églises expriment un point de vue, moi ça ne me choque pas du tout. D'ailleurs, quand il y a eu des commissions d'enquête, on les a auditionnés, les représentants des différents cultes. Ils ne sont pas là dans un débat politique, on n'est pas dans un débat politique. On est dans un débat éthique qui touche profondément à l'identité humaine. Et je crois que les églises ont tout à fait leur place. Oui, mais je suis d'accord. Alors, moi, je vous propose simplement d'écouter Boris Cyrulnik là-dessus. Parce que lui, il parle de la PMA et comme toujours, il essaye de donner un avis avec intelligence sur ce qu'est un enfant et comment il doit être élevé un enfant. Il a quand même un petit peu d'expérience, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, il est pédopsychiatre. Hein. Psychiatre, oui. Il est psychiatre. Alors écoutez comment il considère, au fond, une situation idéale dans laquelle un enfant doit le mieux évoluer. Ce qui compte, c'est qu'il y ait deux. Parce que s'il y a un, l'enfant est prisonnier de l'affection. S'il y a deux, alors le père, ça peut être, statistiquement c'est un homme, mais ça peut être la grand-mère. Quand une femme élève son enfant avec sa propre mère, ce qui n'est pas rare, l'enfant d'abord a une base de sécurité qui est le corps de sa mère, et très rapidement il apprend à aimer quelqu'un d'autre que sa mère. Son monde mental s'ouvre. Alors la grand-mère joue le rôle du père. C'est-à-dire que si deux femmes s'occupent d'un bébé, il y en a une des deux qui aura la fonction paternelle, même si c'est deux femmes. Si une femme élève un bébé avec un autre homme que celui qui a fait le coup, si vous permettez cette délicate métaphore, l'homme qui n'a pas planté l'enfant aura une fonction paternelle. Ce qui compte, c'est d'ouvrir le champ sensoriel de l'enfant pour qu'il apprenne à aimer sa mère et quelqu'un d'autre. Parce que sinon, il est prisonnier de l'affection de sa mère. D'abord, c'est la lune de miel, et à l'adolescence, c'est la haine. C'est la haine qui prend le pouvoir séparateur et qui rend les femmes très malheureuses. Donc, ce qui compte, c'est être deux, d'abord, puis ensuite la famille, puis ensuite le quartier, puis ensuite la culture. Vous êtes d'accord Oui, enfin, moi je pense qu'il faut déjà respecter l'enfant qui naît, parce que si effectivement on commence déjà à mettre une étiquette sur cet enfant qui est né de façon effectivement qui peut être pour certains extrêmement choquante, je rappelle quand même que les PMA et GPA, ça concerne très peu de personnes, je peux pas le dire, parce que les êtres humains quand même, malgré tout, continuent à procréer comme dans le passé. Je suis d'accord pour qu'on pose la question. Je trouve que, je ferai une remarque, je trouve qu'on attache beaucoup d'importance, on va dire l'enfant va être extrêmement malheureux, ça va faire non, ne jetons pas l'opprobre comme ça. Comment considère-t-on les enfants qui sont victimes de violences ? Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus d'enfants victimes de violences qui sont extrêmement malheureux dans des couples parentaux classiques, monoparentales ou biparentales. Donc c'est vrai, la fonction, mais si c'est important, la fonction paternelle
prise par quelqu'un d'autre, oui, une maman peut exercer une fonction paternelle. Oui, pourquoi pas. En 1918, il y avait beaucoup de femmes veuves et il n'y avait pas de père. Alors c'était le grand-père, c'était l'oncle, on ne s'est pas posé vraiment la question. Donc je crois qu'il y a une discussion éthique et que l'on dise... La position de l'Église catholique, elle est très simple. À partir du moment où les deux cellules se sont réunies, l'être humain existe. Bon, c'est une position qui est tout à fait défendable, parce que je crois que, oui, c'est un être en puissance, c'est-à-dire qu'il a tous les attributs de l'être humain qui ne demande qu'à prospérer. Et donc ça doit être entendu. Quand on dit il va falloir trouver finalement quelqu'un qui va, une tierce personne qui va jouer le rôle de père. Moi j'ai envie de dire là, on pense à la femme et on peut comprendre ce besoin d'enfant, ce désir d'enfant. Quand on est mère soi-même, on peut imaginer la souffrance que c'est de ne pas l'être. Donc le sujet il n'est pas là. Seulement dire il va falloir trouver à cet enfant un père de substitution ou quelqu'un qui jouera le rôle du père. Moi j'ai envie de dire. Il dit pas ça, il dit il faut deux. Oui, mais moi j'ai envie de dire, il dit il faut dans deux. ce cas-là, Ça peut être la grand-mère, il faut deux personnes pour que l'enfant ne soit pas seul avec sa mère. C'est ce que j'ai compris. Deux femmes qui ne peuvent pas évidemment procréer parce que la nature ne le permet pas. Bien, on va leur proposer aussi à elles dans ce cas-là d'avoir un enfant de substitution et d'entretenir un lien particulier avec un enfant pour répondre à leurs besoins d'enfant. Vous voyez, enfin, dans ce cas-là, on peut tout envisager. Pourquoi est-ce que forcément ce serait à l'enfant de s'adapter et de faire l'effort de ne pas avoir un père et une mère? C'est pas non plus ce que j'ai compris dans ce que disait Boris Cyrulnik. Mais bon, Jean Messia. Moi, je ne sais pas, j'ai un peu de mal avec les organismes humains génétiquement modifiés. Voilà. Je ne comprends pas d'ailleurs que dans cette civilisation de l'environnement où il faut protéger la reproduction des animaux, le bien-être animal, etc., eh bien l'environnement humain, la nature humaine, finalement, on n'a aucun respect pour la nature humaine alors qu'on va se prendre des causes de défense d'un certain nombre d'espèces animales. Je ne comprends pas votre raisonnement. Il ne faut pas intervenir sur le corps, on ne se fait jamais soigner. Non, mais attendez, c'est pas parce que... Quand on est malade, on meurt tout de suite. C'est pas parce que les aléas... On va aller contre la nature. Non, c'est pas ça. C'est pas parce que les aléas... La médecine, elle est là, effectivement, pour soigner. Donc, typiquement, par exemple, lorsque un couple peut avoir un enfant, donc, techniquement, l'enfant, c'est quand même le fruit naturel d'un homme et d'une femme. Si, effectivement, ils en sont privés, c'est thérapeutique. La PMA devient thérapeutique. En revanche, lorsque la PMA devient un instrument pour assouvir des désirs tout à fait respectables et tout à fait compréhensibles par ailleurs, et là je rejoins ce que disait Madame Trochu, là moi ça me pose problème parce que où est le père? Alors maintenant, ce genre de débat, si vous voulez, il peut être tranché par les Français, chacun a ses convictions. Moi personnellement j'ai des convictions philosophiques et religieuses qui ne sont pas celles des autres, on se respecte. Et donc par exemple en Irlande en 2018, il y a eu un débat sur l'avortement. Et il y a eu un référendum sur l'avortement. Et d'ailleurs, c'est comme ça que l'avortement a été dépénalisé en Irlande parce que le peuple irlandais s'est opposé à l'inscription de l'interdiction de l'avortement dans la Constitution. Georges Fenech. Voilà. Simplement émettre un vœu, c'est qu'on ne confonde pas les droits de l'enfant et les droits à l'enfant. Exactement. Et ce que je redoute le plus dans cette affaire de PMA, c'est qu'au nom de l'égalité entre hommes et femmes demain, on en arrive à la GPA, c'est-à-dire la grossesse pour autrui, avec une marchandisation du corps. Qui est déjà présente avec la PMA. On est en train d'en prendre le chemin. Mais elle est déjà présente, cette marchandisation avec la PMA. Oui, elle est interdite la GPA en France, aussi, la GPA, mais pays. Moi, j'ai des patients qui sont issus de la GPA. Ils sont allés aux États-Unis, ils avaient beaucoup d'argent. Bon, voilà, c'est des choses qui nous... Et ça vous choque? Moi, je ne suis pas là pour être choqué. Je suis là pour voir Non, mais l'intérêt ce de qu'on l'enfant. voit- Et ce qu'a dit M. Ça, c'est une très bonne important. réponse. Non, ce qu'il a dit. C'est une bonne. Moi, j'aime beaucoup cette réponse. Vous n'êtes pas. On n'est pas là pour être choqué. Moi, vous avez parfaitement raison. Vous avez Je dit, souscris. effectivement, dans notre pays, le droit à l'enfant est supérieur à c'est ça l'intérêt le de drame. l'enfant. Et ça, pas que dans ce domaine. J'ai droit à un enfant. Non, ça n'a pas droit. Qui est des lois qui permettent pour Et vous certains l'avez dit d'avoir... tout à l'heure, il y a des enfants qui naissent dans les couples légitimes. C'est une catastrophe. Oui, ça, j'aimerais que... Oui, mais on ne peut pas... Non, mais d'aller Pas parce dire... que les aléas de la vie... Non, mais vous ne pouvez... Alors, je vais simplement dire... comme une Je norme. vais simplement dire que vous ne pouvez pas dire comme cela que parce qu'il est né par GPA, il va être malheureux. Je n'en sais rien. Je vais être honnête, je ne sais pas. J'attends de voir. On n'a pas le recul. Mais on n'a pas le recul. Non, mais Pas c'est suffisamment. pas le problème, Peut-être ça. que vous avez raison, C'est pas le peut-être que sujet, vous avez c'est pas tort. le sujet. Le Bah, sujet, si. c'est d'arriver à faire naître un enfant par la GPA. C'est ça le sujet. et puis- Une fois qu'il est né, bon ben ça, on ne sait pas comme vous dites. Mais nous, on discute du principe
d'une naissance. Je par suis GPA. d'accord pour en discuter. Et même des intellectuels Je de suis gauche, d'accord. parce que tout à l'heure on parlait des évêques de France qui s'étaient prononcés, mais il y a quand même aussi beaucoup d'intellectuels de gauche qui ont pris position contre la PMA parce qu'ils savent bien aussi que derrière il y a l'enjeu de la GPA. Je pense à Sylviana Gazinski, je pense à José Bové, je pense à Michel Onfray, je pense sûr même qu'il y a de l'argent derrière tout ça, même à mais des ce sera pas journalistes, possible en Jean-Michel Apathy qui a dit que ce sera inéluctable d'aller vers la mais GPA. tout le monde sait que ce c'est... sera, Au nom de ce l'égalité. sera- pas besoin non, mais d'être la attendez, personne en que vous avez France, citée. vous ne pourrez pas vendre votre corps. Tout ce qui est humain n'est pas. Vous ne pouvez pas vendre votre sang. Vous ne pouvez pas vendre vos organes. Mais non, Eh mais ben, ça c'est. Mais en revanche, en Allemagne, si vous donnez votre sang, vous avez de l'argent. En France, vous avez un sandwich. Bon. Mais il y en pour a vous même restaurer. certains députés qui ont demandé justement que le don de gamètes soit rémunéré parce qu'on va être confronté aussi à une pénurie. C'est pas possible en France. Eh ben, c'est pas possible, mais Ce n'empêche n'est pas qu'il y en a qui possible. veulent y aller. Pour l'instant. Laurence Trochu, vous êtes Oui, catholique. bah, évidemment. Moi, je suis catholique, Oui. oui, tout à fait. Jésus, c'est une GPA. Oh là là, quel blasphème. Non, je retire. Je retire. C'est vraiment pour... vraiment. Non, je l'enlève parce que moi-même je suis catholique. Donc voilà. ça ne fait même pas Mais sourire. les catholiques peuvent se moquer des catholiques. Oui. C'est quand même un avantage. Oui. Euh, Je crois que c'est un vrai débat et ça concerne très peu de personnes. Et jusque-là. C'est-à-dire Bon, combien je de peux- personnes 3 La 000. PMA, c'est 3 000. 3 000 personnes. Et je veux Vous vous dire rendez qu'en compte France, Oui, mais la attends, question, mais c'est pas franchement, le je veux dire 3 000 qu'en personnes. France, ceux qui Et on en reviennent parle pendant sans des trahir heures. de secret Et on en parle pendant professionnel, des heures. Et où sont les ceux qui priorités reviennent politiques avec beaucoup d'argent, car ils sont allés avec beaucoup d'argent faire cela à l'étranger. Je parle de la GPA, avec beaucoup de pognon. C'est du business Énormément de procréatique. Bon. C'est aux États-Unis qui pourtant. Il nous tapent reste une 3 putain. minutes. On termine par les 1000 premiers jours, mais je suis très déçu. Je pensais que ça vous plaisait, ça vous plaît pas Ça du me tout. plaît dans l'absolu, mais que le président de la République s'empare Ah oui, de alors cela ça. pour dire je vais vous apporter les solutions toutes faites. Mon Dieu, mais quelle toute Et puissance. puis, à noter Alors, que j'ai dans, entendu- à noter j'ai que dans les, entendu- dans les oui. paragraphes sur les 1000 premiers jours, il Oui. ne vous aura pas échappé qu'il y a justement toute une réflexion qui est menée sur qu'est-ce que c'est qu'être père en 2019, le Oui. rôle du père, etc. Eh ben oui, Donc on a c'est ce une bonne fameux question. en même temps complètement cynique, où d'un côté, on dit qu'un père, ça sert à rien, en fait, qu'on n'en a Ah pas non. besoin, qu'un père, Qui a ça dit peut être ça une grand-mère. Et puis, bah, mais là, oui, écoutez, oui. et puis de l'autre côté, on a l'importance du père dans l'éducation, etc. Donc finalement, ce Eh en ben, même je vais temps, vous il dire est très, quelque très chose. cynique, Vous hein. savez ce que dit Aldo Naouri, et ça rejoint avec Assenamou, on peut en parler également. Il dit que le problème justement des cités parfois et des banlieues, c'est l'absence. C'est l'absence du père, exactement. Et pourquoi? Parce que le père, comme il n'est pas en situation, je veux dire, positive, parce qu'il est parfois au chômage, parce que c'est pas un référent, c'est un problème bien sûr social, cette autorité-là a disparu. Et que ça a créé un malaise avec. C'est mai 68 qui a tué Il le faut père. s'occuper de ça avant de s'occuper des 8 voyez premiers jours. la- Non mais c'est intéressant. L'équilibre de la... Parce que c'est toujours pareil, notre société va offrir de plus en plus de possibilités. Avec la PMA, à des personnes qui ne pouvaient jamais avoir d'enfants, etc. Il y a un vrai... ce qui est dommage dans le débat qu'on a aujourd'hui, c'est que ça concerne 3000 personnes. Que moi je comprends qu'il y a un certain nombre de repères et d'équilibres dans la société qu'on veut conserver. La place du père, qui n'est pas remplaçable par un autre... Ça, moi, je suis entièrement d'accord. Mais en même temps, vous vous dites voilà, qu'il faut vivre avec son temps quand on a fait le mariage pour tous. C'était un peu le même sujet. On savait très bien qu'il y avait, il y avait des couples homosexuels qui allaient faire d'autres choses ailleurs, en dehors en dehors de France. Et puis là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on sait aussi On n'est pas obligé de qu'on est en train s'aligner de sur tout ce qu'il y a à on est l'étranger, en train de hein. se mentir, parce que les possibilités que n'offre pas la France, d'autres pays l'offrent, et vous avez certains couples qui ont les moyens d'aller à l'étranger, qui ont les moyens de passer outre la loi. Et puis, c'est toujours pareil, moi je le dis sans arrêt sur ce plateau, j'ai le sentiment que quand la société le réclame, ben, la loi ne fait que ratifier ce qui est déjà le désir. C'était vrai pour l'avortement, c'était vrai pour le divorce, etc. C'est vrai pour ces sujets de société. Voilà, c'est pas la société, puisqu'on a dit que c'est 3000 personnes, donc c'est pas la société, c'est une minorité Voilà. agissante, une espèce de lobby qui fait pencher toute C'est la une société vers volonté ça. politique. Voilà. C'est une volonté politique. Et pendant C'est ce temps-là, aussi la politique, société c'est qui faire des avance. choix. C'est pas la société. La politique, c'est faire des choix. Donc vous on avez vient de un citer les sujet. noms. Mais vous pourquoi avez, on pourrait faire un 3000 référendum là-dessus? personnes. Non, ça n'aurait pas de sens de Les faire un sondages référendum. montrent quand même que l'opinion française Vous qui faites est de la favorable à politique, PMA. Oui, qui elle est faites de la favorable. politique, Alors, quand, fini. pourra-t-on un jour en France garder son enfant à la maison, comme en Suède, 300 jours de congé parental, 40% Ah, pris par le les père, entreprises 60% vont par être la mère. contentes. Pas avec la politique familiale de M. Macron, ça c'est sûr. de Qui est tout le le monde, prolongement droite, de gauche M. confondu. Hollande Ça- qui a détruit le congé parental en 2015. Exactement. Ouais, ça, c'est pour moi, c'est embêtant. Bon. Voilà. Merci. Merci. À tous. À bientôt. Merci à Sidamou, Merci. notamment, qui est venu de Marseille spécialement pour se faire parfois
Ah oui, chahuté. Ah, mais C'est vous violent. savez, Vous savez, c'est violent En, ce que vous dites. en démocratie, le débat, enfin, le désaccord n'est pas un crime, c'est une Je opportunité. suis d'accord avec vous, mais ça, c'est parfois violent. Non. Vous voyez, même Mais c'est pas la- personnellement. C'est la parfois réalité qui est violente, Monsieur Pro. Mais la réalité, elle l'est aussi, vous avez Voilà. parfaitement raison. Fabien Perroche était à la réalisation, Éric Bouillard était à la vision, Guillaume Marceau était au son, Elliot Deval était avec nous, et je remercie également Camille qui était présent. Merci à vous, et l'info va se poursuivre avec l'ami Thomas Hugues dans quelques instants.